Donc bienvenue dans notre petite session sur la rotation des cultures. Donc mon nom est Alain Peters, je suis ingénieur agronome, docteur en sciences agronomiques et j'ai été une grande partie de ma carrière chercheur et enseignant, mais je me soigne puisque depuis une quinzaine d'années j'ai aussi géré deux fermes de grandes cultures ou de polyculture élevage. Dans le but de développer un système agroécologique et en particulier un système bio sans labour. Et puis j'ai donné beaucoup de formations, surtout en France, à travers Vers de Terre Production et puis des groupes d'agriculteurs qui m'invitent un peu partout en France, et bien entendu en Belgique. Et il y a 3 ans maintenant, pratiquement 3 ans, on a créé l'ASBL Terre Vivante qui a pour but d'accélérer la transition des fermes wallonnes vers l'agroécologie. Et j'en dirai un petit mot vers la fin de mon exposé. Et donc là, on travaille avec tous les types de fermes conventionnelles qui veulent évoluer vers l'agroécologie, agriculture de conservation des sols, bio sans labour, etc. Et donc, je vais vous parler de la rotation des cultures. C'est ce qu'on m'a demandé, en réalité. Et il faudrait que je puisse passer les dias. Ah, oui. Ça passe à l'écran, mais pas sur l'ordinateur, curieusement. Oui, si je le mets en plein écran, ça devrait fonctionner. C'est un PC, ça, je ne sais jamais sur quoi il faut pousser. Sur un PC, c'est pas ça. Le spécialiste du PC est demandé. Moi, j'ai un Mac, depuis toujours, j'ai eu un Mac. Là, je voudrais le mettre en plein écran, tout simplement. Mais il est en plein écran. Ouais. Mode lecture, diapo, normal. Mais c'est ça. Hein. Oui, mais il l'est déjà. Ben, il n'a pas oui, à l'écran, là, oui. Mais si tu fais avec la flèche... Mais ça ne fonctionne pas, c'est ça qui m'ennuie. Peut-être sortir et revenir. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Mais je voulais faire un petit mot d'introduction sur l'agroécologie et je peux déjà commencer. Mais un petit mot rapide. Bon, l'agroécologie, si on n'a droit qu'à une phrase, on dit que ça consiste à imiter la nature. Et la nature, elle est systémique, évidemment. On parlait tout à l'heure de problèmes de maladies. Dans notre culture occidentale, nous sommes des réductionnistes. Et quand on a un problème, on propose une solution. Et cette solution-là, elle ne tient pas compte de l'ensemble du contexte. Et donc, la solution d'aujourd'hui est le problème de demain. En agroécologie, on prend en compte l'ensemble des facteurs, ou en tout cas un très grand nombre, des facteurs. Et c'est ce qu'on appelle l'approche systémique. Et c'est ce qui distingue aussi donc l'agriculture conventionnelle, qui est réductionniste comme on l'est dans toutes nos activités dans la culture occidentale, que ce soit en médecine, en éducation, ou dans n'importe quoi d'autre. Et donc c'est fondamentalement différent. Donc ce que je vais aborder dans cette définition, c'est la définition des Nations Unies. Puis je vais dire qu'il faut revenir aux racines de la rhizosphère, racines de l'agronomie, c'est-à-dire la rhizosphère, qu'il faut régénérer les sols. Et puis je vais dire un mot sur les voies de transition, parce que ça concerne évidemment les rotations. L'agroécologie, c'est une science, c'est ce qui distingue l'agroécologie de l'agriculture bio, par exemple, qui a plus un a priori contre tous les produits synthétiques, utiliser uniquement des produits naturels. C'est une pratique, puisqu'on peut pratiquer l'agroécologie. C'est un mouvement social parce qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs et puis de citoyens qui veulent qu'on développe des systèmes agroécologiques, même s'ils n'appellent pas ça comme ça, mais en tout cas une agriculture plus proche de la nature, basée sur la nature. C'est certainement pas une idéologie, puisque c'est une science, et donc ça consiste à imiter la nature. C'est un système qui est basé sur la biodiversité, ça c'est essentiel, la biodiversité du sol, la biodiversité des alliés des cultures par exemple, et c'est un système qui génère de la biodiversité aussi
notamment de la biodiversité patrimoniale, comme des oiseaux, des papillons, etc., qui sont moins importants pour le système. Et c'est cette biodiversité fonctionnelle, donc celle du sol, les alliés des cultures et tout ça, qui rendent des services au système et qui permettent de remplacer en tout ou en partie les intrants commerciaux de synthèse. Alors certains disent oui mais l'agroécologie c'est vague parce que c'est pas comme en bio. En bio il y a un cahier des charges, on sait ce qu'on peut faire et ne pas faire. Ça c'est faux parce que depuis les années 90 on a défini progressivement ce que c'est que l'agroécologie et puis en 2019 il y a eu la publication de ce document qui a été adopté par les Nations Unies comme le rapport Brundtland a été adopté par les Nations Unies et depuis que ce rapport a été adopté, c'est la définition officielle du développement durable. En ce qui concerne le rapport Brundtland, ici, c'est la définition officielle mondiale et qui reprend notamment les 13 principes de l'agroécologie. Vous voyez qu'il y a des principes écologiques, le recyclage des éléments nutritifs, la réduction de l'utilisation d'intrants, restaurer la santé du sol, etc. Il y a des aspects économiques, il y a des aspects sociaux. Donc ça n'est pas uniquement des techniques, mais c'est aussi cette dimension sociale et économique qui n'existe pas dans le cahier des charges de la bio. Mais je ne suis pas en train d'opposer l'agroécologie et la bio. La bio est une des voies de l'agroécologie. Et les pionniers de la bio, au début du XXe siècle, avaient déjà une mentalité assez agroécologique. Alors, l'agroécologie, c'est d'arrêter la lutte contre la nature qu'on entreprend dans toutes nos activités dans la société occidentale. En médecine, on a des médicaments qui tuent les bactéries, sont les pesticides du corps, voilà, en conventionnel, en architecture, etc. On est tout le temps en lutte et c'est un peu bête d'être en lutte contre la nature parce que la nature, elle est beaucoup plus forte que nous et c'est pour ça qu'il y a des insectes qui deviennent résistants aux insecticides, des adventices qui deviennent résistantes aux herbicides, etc. Donc la lutte, elle est perdue d'avance, sauf si, pour une période limitée, qui est en train de se terminer, on a beaucoup d'énergie fossile bon marché, et donc on peut avoir des armes chimiques puissantes, mais la nature contourne toujours ça. Alors c'est une nouvelle agriculture aussi, et une nouvelle agronomie. Pendant 60 ans, on a oublié que le sol était vivant, qu'il y avait de la vie dans le sol. On s'est intéressé qu'à la chimie et à la physique du sol. Or, le sol est la résultante de la roche-mère, des interactions entre la roche-mère, le climat et la vie du sol. Et cette vie du sol rend toute une série de services dont je vais parler dans un instant, et c'est bête de s'en passer, évidemment. Alors, c'est aussi un changement de paradigme, l'agroécologie, parce qu'on revient au fait que la fonction de l'agriculture et des agriculteurs n'est pas seulement de produire des aliments, mais aussi de les transformer et de les vendre. Et en fait, transformer les aliments, c'est beaucoup plus rentable que les produire, et les vendre, c'est beaucoup plus rentable que les transformer et les produire. Donc si on fait ces trois types d'activités, on gagne beaucoup plus dans une ferme, et on peut aussi créer de l'emploi dans les fermes. Et je l'ai dit, il faut revenir aux racines de l'agronomie, c'est évidemment un jeu de mots, la rhizosphère. Et l'agroécologie met en pratique le principe une seule santé, la santé du sol. Et les pionniers de la bio disaient déjà ça dans les années 1930, notamment Albert Howard, des sols sains donnent des plantes saines, des animaux sains et des gens sains. C'est ça le principe une seule santé qui est revenu à la mode aujourd'hui, mais qui est aujourd'hui étayée par des résultats scientifiques. En 1930, c'était une intuition que les pionniers de la bio avaient, et aujourd'hui, elle est étayée scientifiquement. Alors, quelques mots aussi sur la stratégie écologique de l'agroécologie, qui est très simple et très claire. Elle consiste à remplacer l'énergie fossile, qui va devenir de plus en plus chère au cours du XXIe siècle, et qui permet de synthétiser des engrais solubles, des engrais azotés, des pesticides. L'agroécologie permet de remplacer les carburants fossiles et les produits synthétisés sur cette base par les services rendus par la biodiversité. Alors ça a l'air d'être très théorique et un peu planant, mais pas du tout, parce que vous voyez quelques exemples de services. La vie du sol, qui est extrêmement diverse. Elle améliore la structure du sol, la fertilité du sol, la pénétration de l'eau, elle diminue l'érosion et donc aussi les coulées de boue, etc.
Il y a certaines plantes, comme la luzerne, qui peuvent contrôler d'autres plantes des adventices, comme le chardon, par exemple. Il y a des alliés des cultures qui contrôlent les ravageurs. Il y a bien sûr des pollinisateurs. Il y a des champignons endomycorhiziens qui développent des symbioses avec les plantes et qui alimentent la plante en eau, en phosphore, en oligoéléments. Il y a des bactéries qui vivent sur les nodules des racines, dans les nodules des racines des légumineuses et qui fixent de l'azote gratuitement. Une luzerne ou un trèfle violet fixe jusqu'à 300 à 400 kg d'azote par hectare et par an. C'est considérable. C'est à peu près le double de ce qu'on met en moyenne sur les champs des cultures. En France, la dose moyenne pour la France, c'est 150 kg d'azote par hectare et par an. Un trèfle violet ou une luzerne, ça en fixe 300 et c'est gratuit. La stratégie économique, on peut l'expliquer très simplement aussi. Si vous avez une ferme conventionnelle ou n'importe quelle entreprise, vous avez des coûts de production, des recettes et la différence c'est la valeur ajoutée. Ce qu'on fait en agroécologie, c'est diminuer drastiquement les coûts puisqu'on utilise de moins en moins ou plus du tout d'intrants commerciaux parce que la biodiversité remplace ces intrants commerciaux. On fait aussi attention à ne pas faire des gros investissements, des gros bâtiments en béton et acheter des machines qui sont beaucoup trop puissantes pour les besoins de la ferme. Et puis on augmente les recettes en ciblant de la qualité, par exemple des céréales panifiables qu'on peut vendre plus cher, au moins dans certains réseaux par rapport aux céréales fourragères. On peut choisir des races de bovins qui ont meilleur goût qu'on vend plus cher, comme de l'Angus, par rapport à d'autres. Et puis, chaque fois que c'est possible, on essaye de transformer ces produits. Par exemple, on transforme du lait en fromage, mais on peut aussi faire abattre soi-même un animal, le faire découper par un boucher, c'est une transformation. Et puis, on vend en circuit court et local, et tout ça augmente les recettes. Donc voilà la stratégie qui fonctionne très bien. On l'a mesurée dans les fermes à l'échelle européenne. Ça fonctionne. Alors, on doit revenir aux racines de l'agronomie, c'est-à-dire la rhizosphère qu'on a complètement oubliée pendant 60 ans parce qu'on avait une énergie fossile bon marché et donc des pesticides et des engrais qui ont remplacé les services rendus par la biodiversité. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès dans les connaissances des services rendus par cette biodiversité. Il faut y revenir. Ces progrès ont été faits à la fois en médecine et en agronomie. Les médecins ont évidemment beaucoup plus de moyens financiers pour la recherche que les agronomes. Et on peut utiliser leurs résultats. Je viens d'acheter, j'ai reçu ce matin, un livre qui s'appelle La magie du microbiome ou quelque chose comme ça, écrit par un médecin. Et dans cette vie du sol, il y a 3 grandes stars, il y a plus d'organismes, il y a les bactéries qui sont les véritables boss de la biosphère, elles sont partout, elles sont dans toutes nos cellules, elles gèrent absolument tout, l'énergie, l'information, même la vie des cellules dans notre cœur. Chez les plantes, en plus, elles font la photosynthèse, ce ne sont pas les plantes qui font de la photosynthèse, ce sont des bactéries symbiotiques qui vivent dans les cellules des plantes, et puis il y en a partout dans notre intestin, dans les plantes elles-mêmes, à la surface des feuilles, autour des racines, etc. Et les plantes nourrissent les micro-organismes symbiotiques, bactéries et champignons, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le carbone liquide. Il y a d'une part le carbone solide, le fumier, la paille, les résidus de culture, tout ça c'est du carbone solide. Et puis il y a le carbone liquide avec lequel les plantes biberonnent les micro-organismes. Et sont des hydrates de carbone et d'autres molécules. Elles dialoguent aussi à travers les molécules qu'elles envoient aux bactéries ou aux champignons en disant « là j'ai besoin de phosphore, débrouille-toi pour m'en trouver », ce qu'elles font. Et elles n'acceptent pas n'importe quelle bactérie. On voit ici, mais ces exsudats racinaires sur des parties aériennes, parce que les racines sont évidemment dans le sol en général, donc on ne voit pas ces exsudats racinaires qui constitue le carbone liquide, dont on connaissait l'existence depuis longtemps. On savait que les plantes exsudaient des hydrates de carbone et d'autres produits. On ne savait pas trop bien à quoi ça servait, mais surtout on avait totalement sous-estimé l'importance de ces exsudats. Maintenant on sait qu'environ 30% des produits de la photosynthèse sont dirigés vers l'alimentation des micro-organismes symbiotiques. Donc c'est énorme évidemment. Si tous les mois vous mettez 30% de votre salaire sur un compte en banque pour l'investir dans quelque chose, c'est que ça en vaut la peine. Dans la nature, il n'y a pas de free lunch comme on dit, hein. C'est du donnant-donnant. Donc si la plante investit autant de choses pour soigner les micro-organismes, c'est parce qu'eux rendent des services qui sont équivalents à ces services-là, à ce qu'ils ont reçu en carbone liquide. Alors voilà quelques services rendus par les micro-organismes.
peut-être un des plus importants, c'est que les bactéries et les champignons symbiotiques des plantes qui vivent dans la rhizosphère ou dans la plante ou sur les feuilles protègent la plante vis-à-vis des pathogènes. En fait, dans un sol vivant, il y a des chaussettes de micro-organismes le long des racines des plantes. Les racines ne sont pas en contact avec le sol, en fait. Il y a une interface de micro-organismes. Et quand un pathogène arrive, les micro-organismes symbiotiques lui cassent la figure. Par exemple, les actinobactéries synthétisent des antibiotiques qui tuent les bactéries pathogènes. Mais elles constituent aussi un obstacle physique, quoi. Et bien sûr, les pathogènes ne sont pas nourris par la plante, alors que les micro-organismes symbiotiques, oui. Les bactéries synthétisent des hormones de croissance végétale, donc elles sont capables d'imiter la plante, la physiologie de la plante, pour mieux faire pousser la plante, parce que plus la plante pousse, plus elle donne du carbone liquide et donc alimente les micro-organismes. Certaines bactéries fixent l'azote atmosphérique, ça vous le savez. Les champignons sont les grands spécialistes de la séquestration du carbone dans le sol. Donc, ils séquestrent le carbone dans le sol à long terme. Les bactéries travaillent plutôt à court terme. Les bactéries sont très rapides, les champignons sont plus lents. Donc, ce sont des organismes qui se complètent. Et les deux, aussi bien les champignons que les bactéries, améliorent la structure et la fertilité du sol, améliorent l'infiltration de l'eau, etc. Voilà un petit schéma de la rhizosphère. C'est très symbolisé parce que les bactéries sont beaucoup plus petites que les plantes. C'est 1 micron, hein, 1 millième de millimètre, c'est tout petit en moyenne. Mais voyez qu'il y a ici, il y a beaucoup plus de bactéries en réalité et elles couvrent l'entièreté des racines. Et elles rentrent sous la coiffe. Ceci, c'est la coiffe qui est un peu la partie dure de la mèche de la perceuse. Et passe sous la coiffe et rentre dans les vaisseaux de la plante et remontent jusque dans les feuilles, sortent par les stomates, etc. Et alors, il y a des champignons endomycorhiziens qu'on voit ici. Ces champignons, là aussi, c'est en fait beaucoup plus long par rapport aux racines. Ces champignons étendent le réseau racinaire des plantes à faible investissement pour les plantes parce que les ifs des champignons font à peu près 10 microns, alors que les radicelles des plantes, c'est de l'ordre du millimètre. Donc c'est très intelligent pour la plante d'étendre son système racinaire à faible coût avec ses filaments tout fins. Donc ils sont très 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 loin, ils étendent le système racinaire d'un ordre de 10 à 50 fois. Et puis ils rentrent dans les cellules des plantes, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont endo, ça veut dire à l'intérieur. Et là, il y a cette structure d'échange entre les tissus du champignon, les tissus de la plante. Ils apportent de l'azote, du phosphore, des oligo-éléments, etc. Et puis alors, il y a des nodules chez les légumineuses remplis de bactéries qui fixent l'azote. Donc vous voyez ici 3 symbiotes. Et ici, un plus gros plan sur les exsudats racinaires, oui, toute cette partie visqueuse là, qu'on voit bien sur les racines aériennes du maïs. Hein. Certaines plantes ont des racines aériennes, alors on voit bien les exsudats. Et ça peut être rempli de bactéries qui fixent de l'azote aussi, mais c'est en tout cas plein de bactéries et de champignons symbiotiques, en tout cas dans le sol. Donc pour bénéficier de tous ces services, il faut restaurer la fertilité du sol et premièrement arrêter de la détruire. Il faut arrêter de détruire la vie du sol et puis il faut la nourrir. On a aussi des populations de vers de terre très importantes, de l'équivalent en poids de 4 à 8 vaches par hectare en prairie. Hein. En culture conventionnelle, il y en a beaucoup moins, mais en culture agroécologique, on peut avoir l'équivalent de 2 à 4 vaches hectares sous forme de lombric. Et c'est résumé par le fameux slogan qui a été diffusé par l'équipe de Vers de Terre Production, « Sol nu, sol foutu ». Ben voilà, un sol nu, là au-dessus, il est foutu, il reste 6 mois comme ça, soumis aux radiations ultraviolettes du soleil, au dessèchement, etc. Tandis que le sol couvert, ça donne un sol prospère. Comment le couvre-t-on? Par les cultures principales, mais aussi par ce qu'on appelle les couverts d'interculture. Et vous voyez ici, on peut aussi les appeler des engrais verts, hein, mais ce sont des mélanges complexes d'engrais verts. On voit sur cette photo des tournesols, du trèfle d'Alexandrie, il y a ici de la facélie, là du lin, des vesses, du pois, etc. On peut avoir jusque 6-7 familles et 10-12 espèces. Et ces mélanges
ont une action extraordinaire pour réveiller la vie du sol. C'est ce que j'appelle l'effet prince charmant de ces couverts, qu'on appelle aussi des biomax. C'est l'effet prince charmant parce que la vie du sol, dans des sols qui ont été labourés, qui n'ont pas été couverts, où il y a généralement que 2 familles de cultures, par exemple de la betterave et des céréales, cette vie du sol s'est endormie. Et le prince charmant, Biomax, vient embrasser la vie du sol, et elle se réveille, et elle s'épanouit, et elle rend les services, quoi. Biomax, ça veut dire maximum de biomasse, maximum de biodiversité. Donc on couvre le sol quand il n'y a pas de culture en place avec ce genre de couvert. Et je termine par les trajectoires possibles de changement. Bon, les couverts, ça touche déjà à la rotation, hein, on va en parler assez bien, et vous avez déjà eu un exposé là-dessus, donc je vais surtout parler des couverts par rapport aux rotations. Il y a finalement, en agroécologie, 2 voies de transition. Et vous voyez que ça aussi, c'est une différence entre la bio et l'agroécologie. En bio, vous respectez ou non le cahier des charges, et vous êtes bio ou vous n'êtes pas bio. Il y a bien sûr 2-3 années de conversion, mais dès le début, vous respectez le cahier des charges. Tandis que l'agroécologie, c'est un voyage, et on n'arrive pas toujours au bout de ce voyage, parce que au bout du voyage, c'est la perfection, et la perfection n'est pas de ce monde, mais c'est comme dans l'Odyssée, le voyage compte plus que l'arrivée à Ithaque. Et ce voyage peut se faire selon 2 grandes voies. L'agriculture de conservation des sols, qui supprime le labour et réduit tous les travaux du sol, ou pratiquement tous, mais en tout cas ne laboure plus, n'inverse plus les horizons, etc. Et réduit progressivement l'utilisation de fongicides et d'insecticides, parce que quand on arrête de maltraiter le sol avec du labour et d'autres opérations mécaniques et qu'on couvre les sols, la vie du sol se restaure, et on l'a dit, les bactéries, les champignons du sol protègent la plante vis-à-vis des maladies, et donc on n'a plus besoin de fongicides. Mais elle les protège aussi vis-à-vis des ravageurs, et on n'a plus besoin d'insecticides non plus. Mais on utilise toujours des herbicides de moins en moins, et on peut à la longue passer en bio, quoi. Ou alors, il y a la bio que vous connaissez bien, on supprime immédiatement tous les pesticides et les engrais de synthèse, mais souvent les bio continuent à labourer et travaillent intensivement le sol pour faire des désherbages mécaniques. Donc ça n'est pas tout à fait l'idéal non plus. Et ce qui serait bien, c'est de faire une synthèse entre ces 2 systèmes-là, l'agriculture de conservation des sols et la bio, et ça s'appelle l'agriculture bio de conservation, où on supprime les labours et on réduit, on ne se passe pas de travaux du sol superficiels, mais jusqu'à 2-3 cm de profondeur, pas plus, pour faire du désherbage, mais on réduit fortement les travaux du sol et on supprime immédiatement les pesticides et les engrais de synthèse puisque c'est bio. Donc ça, c'est le Graal de l'agroécologie. C'est plus difficile que les 2 autres voies, mais c'est possible. C'est là-dessus que j'ai travaillé depuis 15 ans et je peux vous dire que ça fonctionne. Et il faut aussi savoir que l'Europe a accumulé un formidable retard en matière d'agriculture, de conservation des sols. Vous voyez les surfaces en Europe qui sont extrêmement réduites par rapport à l'Amérique du Nord, au Brésil et à l'Argentine ou l'Australie. On a un énorme retard et il faut faire passer le message que le labour, c'est ringard. C'est ringard, pourquoi ? Parce que ça produit beaucoup plus d'effets négatifs que ça ne produit d'effets positifs et ça consomme de l'énergie fossile. C'est un des postes les plus importants de consommation d'énergie fossile en agriculture avec la synthèse de l'azote. Donc on en arrive à la rotation des cultures et voilà, il y a une série de petits points, rassurez-vous, c'est assez court, mais quels sont les défis de la gestion de la rotation des cultures, défis techniques, économiques, tout est dans tout, parce qu'il faut faire une synthèse, c'est l'approche système. On parlera de la fonction des prairies temporaires, des couverts et du réseau écologique. La rotation et l'assolement des cultures sont au centre de ces défis, et on va parler des principes de base de la gestion des pathogènes, des ravageurs, des adventices dans ce contexte de la rotation, avec des exemples de rotation, ça c'est un point un peu plus développé. Et je vais aussi vous parler des ratios à observer pour concevoir des rotations agroécologiques. Alors les principaux défis qui existent en agriculture, c'est de gérer les adventices, les pathogènes et les ravageurs. Voilà.
Les pathogènes induisent des maladies. Mais il faut aussi séquestrer du carbone, restaurer la vie et la fertilité des sols. Séquestrer du carbone, ça veut dire déjà augmenter la matière organique et donc la fertilité des sols. Mais aussi la vie des sols, il ne faut pas l'oublier. Et puis il faut nourrir les plantes aussi avec des éléments fertilisants, de l'azote fixé de manière symbiotique en priorité. Mais il faut aussi faire des analyses de sol et des analyses de sève de la plante, qui est une sorte de prise de sang de la plante, pour voir s'il n'y a pas de grand déséquilibre dans les teneurs en éléments nutritifs du sol, même si ce sont les micro-organismes du sol qui alimentent les plantes et elles ne les absorbent pas nécessairement directement. Alors, il y a donc des défis techniques, tout ça sont des défis techniques, mais il y a aussi des défis économiques, parce qu'un agriculteur doit gagner sa vie, et donc c'est pas tout d'avoir une belle agriculture régénératrice, comme on dit, mais il faut aussi gagner sa vie et inclure dans les rotations des cultures qui rapportent. Ces cultures qui rapportent, qu'est-ce que c'est en Wallonie aujourd'hui? C'est la pomme de terre qui rapporte le plus et qui détruit complètement les sols, hein. On en fait beaucoup trop et on la cultive trop souvent. Et puis ce sont aussi les légumes qui, eux aussi, souvent détruisent la structure des sols, surtout les cultures racines comme les carottes par exemple, la betterave qui est aussi récoltée dans des conditions très humides à cette époque-ci de l'année, avec des grosses machines très pesantes qui détruisent complètement la structure. Voilà, mais la betterave, c'est un problème qui devient plus accessoire parce que c'est une culture qui devient moins rentable, mais c'est surtout la pomme de terre et les légumes qui détruisent beaucoup les sols par rapport, et en opposition aux céréales par exemple, il y a d'autres cultures d'hiver, les légumineuses à graines, quoi. Et puis il y a des défis sociaux, évidemment, il faut combiner les aspects techniques, économiques, et aussi garder une charge de travail raisonnable, bien entendu. Et il n'est pas question de désherber les rotations agroécologiques à la main sur des dizaines d'hectares, quoi. Tout est dans tout, donc il faut des stratégies pour résoudre chacun de ces défis et une stratégie globale. Alors en agriculture conventionnelle, c'est moins important parce qu'on a toujours des béquilles, ce sont les pesticides ou les engrais solubles. Mais en bio, si on n'a pas de stratégie pour gérer les adventices, les maladies et les ravageurs, quand ils arrivent, parce qu'ils vont arriver inévitablement, les agriculteurs bio n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et donc c'est un peu bête, il faut avoir une stratégie de contrôle. Il faut prévenir les dégâts dus aux maladies, aux ravageurs et aux adventices plutôt que les subir pour avoir de meilleurs rendements, de meilleurs revenus et moins de travail. En agroécologie, on doit, dans les champs, il faut travailler moins pour gagner plus. Ah, j'inverse un peu le slogan de Sarkozy. Du coup, ça devient beaucoup plus intéressant et attractif. Mais c'est vraiment ça. Et comment est-ce qu'on peut travailler moins? En faisant travailler la biodiversité pour nous. Les bactéries, les champignons, les vers de terre, ils travaillent toute l'année en dehors des périodes de gel et de sécheresse, et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est super. Et ils font ça gratuitement. Mais ils sont payés par la plante. Alors, comment est-ce qu'on peut développer ces stratégies? En utilisant des prairies temporaires découvertes et aussi un réseau écologique. Là, ce n'est pas la rotation, mais c'est l'assolement. Ce sont quand même deux concepts assez proches. Et si on reprend les trois défis principaux, adventices, maladies, ravageurs, plus il y a de croix, plus les couverts sont efficaces, parce que les cultures principales et les prairies temporaires sont aussi des couverts, mais ne sont pas des couverts d'interculture. Les prairies temporaires sont vraiment excellentes, extrêmement efficaces pour gérer la plupart des adventices, d'où l'intérêt d'avoir des fermes de polyculture élevage ou des accords entre cultivateurs spécialisés et éleveurs spécialisés. Elles ont un effet positif sur les maladies et les ravageurs, mais plus discret. Les couverts biomax sont très efficaces pour réveiller la vie du sol et donc pour contrôler les maladies. C'est l'effet prince charmant dont je vous parlais. Mais ils sont assez efficaces, mais moins que les prairies temporaires pour gérer les adventices. Et ils sont assez bons pour aussi favoriser les alliés des cultures qui contrôlent les ravageurs, parce qu'ils produisent plein de fleurs
Et beaucoup de ces alliés ont besoin de pollen et de nectar à l'état adulte. Et puis il y a des couverts permanents dont je n'ai pas encore parlé. Ça peut être un couvert de trèfle blanc qu'on garde plusieurs années. On injecte des cultures dedans. Donc on a une sorte de prairie temporaire. Le trèfle blanc, c'est une plante fourragère qui est là, mais en permanence et pas en rotation avec des cultures comme les prairies temporaires. Et ça, c'est très bon. Pour tout, mais ce n'est pas ultra efficace pour chacun de ces aspects-là. Puis il y a les cultures associées, très utilisées en bio, sont les métailles, avec des mélanges de céréales. Il peut y avoir plusieurs espèces de céréales, avec une ou plusieurs espèces de protéagineux, donc de la févrole, des pois, etc. Ça, c'est très très bien pour réduire les problèmes de ravageurs et de maladies. Et ça contrôle aussi assez bien les adventices. Évidemment, encore une fois, on n'a pas, pour un problème, il n'y a pas une solution. Vous voyez que pour un problème, par exemple les adventices, il y a plusieurs solutions. Il faut les combiner. Et alors le réseau écologique, lui, on le conçoit, on l'a conçu. C'est un système que j'ai développé spécialement avec l'aide de spécialistes pour favoriser les alliés des cultures et donc contrôler les ravageurs. Alors les autres aspects techniques dont on avait parlé, séquestration de carbone, restauration aux vies du sol, fixation d'azote, voilà. Les prairies temporaires sont excellentes et sont les couverts les plus efficaces pour séquestrer du carbone dans le sol. On ne travaille pas le sol, on laisse du temps aux champignons de se développer, donc ils séquestrent du carbone. Elles restaurent la fertilité du sol de manière très importante et fixent beaucoup d'azote, on en a parlé. Les couverts séquestrent du carbone, mais moins que les prairies temporaires. C'est pas toujours reconnu ça, mais c'est la réalité. Ils sont par contre meilleurs que les prairies pour réveiller la vie du sol, et ils fixent de l'azote, mais quand même moins que la prairie temporaire. Et les couverts permanents, c'est un peu intermédiaire entre ces deux choses-là. Et les cultures associées permettent aussi de séquestrer du carbone, de réveiller la vie du sol et de fixer de l'azote, mais moins que les prairies temporaires qu'on garde aussi 2 à 3 ans sur le sol. Et le réseau écologique, c'est surtout bien pour restaurer la vie du sol, alors qu'elles ne sont pas en rotation. Le réseau écologique, les bandes herbeuses, elles sont à un endroit donné, elles ne sont jamais cultivées pendant 10 ans, 15 ans, mais sont des sortes de petites réserves naturelles dans lesquelles les vers de terre, les alliés des cultures, bien entendu, mais même les champignons mycorhiziens peuvent se multiplier et alors envahir la parcelle. Oui, quelques points d'attention, mais je vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus. Pour les prairies temporaires, c'est bien choisir ces espèces, éventuellement les cultivars et bien la gérer. Donc la couper assez haute, elles sont toujours coupées trop bas. Faire attention au tassement du sol, puisqu'on passe souvent sur ces prairies pour couper l'herbe, la faner, l'endainer, la récolter. On fait ça 4 fois par an en moyenne. Les sols sont assez tassés, donc il faut fissurer le sol quand on démonte la prairie, et surtout pas la labourer pour la détruire, sinon tous les bénéfices sont perdus. Les biomax, la préparation du sol, qui est normalement nulle, mais parfois il faut gratter un peu en surface pour gérer les adventices. La composition en espèces et en cultivars. Donc moi, je recommande de mettre au moins 4 familles dans chaque mélange complexe de couverts, parce qu'on a vu dans une expérience en Allemagne, l'expérience d'IENA, que quand on a 4 familles botaniques, on a un maximum de contrôle des adventices. Donc il y a une base scientifique. Il faut fertiliser les biomax plus que la culture qui suit, parce que si on a de beaux biomax, on a beaucoup de fixation d'azote, on a un bon contrôle des adventices, des maladies, et le biomax, quand il est détruit, relâche les éléments nutritifs pour la culture qui suit. Et les couverts permanents, voilà, il faut aussi choisir bien les espèces et les cultivars, et pouvoir, avant le semis d'une culture dans ce couvert, l'affaiblir, le calmer si vous préférez, et là encore le démonter superficiellement sans labour. Voilà, je vais peut-être passer un peu plus vite là-dessus. La rotation, l'assolement des cultures est au centre de tous ces défis. D'abord, revenons à ces grands défis, la gestion des pathogènes. Elle est principalement assurée par les micro-organismes du sol.
eux-mêmes stimulés par des couverts diversifiés. Donc il faut mettre ces couverts diversifiés chaque fois qu'on le peut dans la rotation, entre deux cultures principales, et aussi par la diversification des cultures. Ça, c'est connu depuis longtemps. Plus les rotations sont longues, moins on a de problèmes de maladies. Donc, je simplifie évidemment, il y a d'autres choses. Il y a le choix de cultures résistantes, par exemple, d'espèces résistantes. Le triticale est plus résistant que le blé tendre. Certains cultivars sont plus résistants, par exemple en pommes de terre. Voilà encore une vue d'un couvert diversifié, assez dense et un peu plus fleuri que ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la facélie, le lin. Il y a des radis chinois, ces grosses feuilles, c'est du radis chinois, qui peuvent faire des racines comme ça, très, très longues, et qui améliorent la structure du sol. Donc, en plus, c'est beau. La beauté est un sous-produit des systèmes agroécologiques. Ça, on a déjà vu. Pour la gestion des ravageurs, encore une fois, je schématise, mais elle est principalement assurée par les micro-organismes du sol aussi. Et on n'a pas encore tout compris de ce point de vue-là. Comment est-ce que des micro-organismes dans le sol font qu'il y a moins d'attaques sur les feuilles de la plante, quoi. J'ai vu par exemple en Allemagne des petites parcelles de culture de pommes de terre. C'était un essai organisé par une université. Donc des petites parcelles comme la table, à peu près ici, un peu plus large. Et il y avait des parcelles où il y avait un mulch et l'autre pas, quoi. Les parcelles où la pomme de terre était cultivée sans mulch, il y avait plein de dorifores dessus. Il y a de plus en plus de dorifores. Là où il y avait un mulch, il n'y en avait pas. Mais il y a 1 centimètre d'écart entre les parcelles, quoi. Les dorifores ne passaient pas d'une parcelle à l'autre. Et donc ça, le mulch, il stimule la vie du sol. Et cette vie du sol empêche les dorifores d'attaquer les feuilles. Alors voilà, c'est un fait. Alors les ennemis naturels de ces ravageurs, les alliés des cultures, eux, on peut les favoriser par le réseau écologique, surtout les bandes herbeuses. Les haies, c'est bien aussi. Mais les haies en culture, ça fait de l'ombre et c'est pas toujours facile à gérer. Donc on peut avoir des haies basses de 2 à 3 mètres de hauteur. En prairie, alors là, on peut avoir des haies beaucoup plus développées. Et les prairies peuvent être pas loin des cultures, donc les haies, c'est bien. Mais on a pu montrer que les bandes herbeuses sont plus efficaces que les haies pour favoriser les alliés des cultures. La combinaison des deux, encore une fois, est idéale. Et alors les mélanges de cultures et de cultivars, cultivars sont des variétés, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, plutôt que d'avoir une seule espèce et une seule variété dans un champ, ce qui est le cas de la plupart des champs en agriculture conventionnelle, il n'y a qu'une variété. Si vous mettez déjà 3 variétés pour une seule espèce, ça change déjà beaucoup. Si maintenant vous mettez plusieurs espèces, vous avez beaucoup moins de problèmes de ravageurs, parce que les ravageurs identifient leurs plantes préférées, là, qu'ils ont envie de consommer, par différentes choses, mais notamment par l'odeur et par la vue. Et si vous faites des mélanges d'espèces, ils ne reconnaissent plus l'odeur de la plante parce qu'il y a plein d'autres odeurs qui sont créées, quoi. Et donc ça explique pourquoi les mélanges de cultures sont moins attaqués. Et puis, dans un couvert uniforme, le dorifore, il peut passer d'une feuille de pomme de terre à une autre feuille de pomme de terre. Si ce sont des feuilles différentes, ils se propagent moins vite. Voilà, et donc en ce qui concerne les ravageurs, moi je dis que le monde n'est pas plein d'ennemis, comme Bayer et compagnie ont voulu nous le faire croire depuis 60 ans. Nous avons plein d'alliés, et ces alliés, on les a dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation des techniques agroécologiques non chimiques. Et ça fonctionne. Et voilà à quoi ressemblent des bandes herbeuses. Il y en a de plusieurs types. Ça, c'est la bande herbeuse fleurie. Puis il y a des légumineuses, une bande de légumineuses, une bande de graminées. Et vous voyez que les cirfes, qui sont des mouches déguisées en abeilles ou en guêpes, pour se protéger, ont besoin de pollen et de nectar, comme les micro-guêpes parasitoïdes, comme les chrysopes, comme les coccinelles. À l'état adulte, ces insectes alliés des cultures ont besoin de pollen et de nectar et donc de fleurs, mais ce sont les larves qui boulottent les pucerons ou d'autres ravageurs. Et alors, il y a un autre gros problème qui a été
exacerber cette année culturelle qui vient de s'achever sont les limaces. Et là, ce sont les bandes à base de graminées qui constituent des abris pour les carabes, des sites d'hivernage pour les carabes, mais aussi des refuges. Et les carabes consomment les œufs et les jeunes limaces. Moi, je n'ai jamais eu de dégâts dans mes semis grâce aux carabes et grâce aux bandes herbeuses, alors que beaucoup de bio ont plein de problèmes, et même des conventionnels, ils doivent ressemer, tout ça à un coup. Et alors, le principe de gestion des adventices, c'est qu'il y a des plantes qui contrôlent d'autres plantes, il y a des cultures principales et des couverts qui contrôlent les adventices. Ça, c'est la première chose. Et on l'a vu, ce qui contrôle le mieux les adventices, c'est les prairies temporaires, puis après les biomax, puis les mélanges d'espèces, les métailles. Voilà, c'est résumé ici. Et puis, on peut faire du désherbage mécanique ou chimique si on est en agriculture de conservation des sols, mais on peut très souvent, encore une fois, l'année qui vient de s'écouler, où il pleut depuis presque 12 mois maintenant, a évidemment réduit les petites fenêtres dans lesquelles on peut travailler le sol. Mais c'est quand même exceptionnel. Et même cette année, il y avait moyen de faire des herbages mécaniques. On peut, avec des hersackers, comme ça, qui scalpent les adventices en des périodes sèches, même en hiver, quand il y a un vent froid du nord-est, on les scalpe et les plantes se dessèchent et meurent. Les gens qui disent qu'on ne peut pas remplacer le Roundup, ils manquent d'imagination. Parce qu'il y a tout à fait moyen. Mais le Roundup, c'est plus facile. Ça, c'est vrai, on le pulvérise sur de grandes largeurs avec des pulvérisateurs. Votre herse, elle a peut-être 4 mètres de large, donc il faut faire plus d'allers-retours, ça, c'est vrai. Et vous avez moins de fenêtres pour faire un travail correct, c'est vrai aussi. Mais il y a parfaitement moyen de se passer du Roundup. D'ailleurs, les bio font ça, et les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture depuis 6000 ans dans cette région n'ont jamais eu de Roundup à leur disposition. Donc, gestion des adventices, je reprends encore une fois les points, prairies temporaires, puis biomax, couvert permanence pas mal non plus, culture associée, mais certaines cultures sont aussi très efficaces. On connaît le seigle, évidemment, qui monte à 2 mètres, 2,50 mètres de haut. Ben, il y a un marché assez limité pour le seigle, mais l'hybride entre le seigle et le blé, le triticale, est beaucoup, beaucoup plus agressif que le blé tendre. Et si on fait du blé fourragé ou du triticale, c'est la même valeur alimentaire pour les animaux. Alors faisons du triticale, c'est beaucoup plus facile. Et le triticale, comme le seigle, émet des substances allélopathiques qui empêchent les adventices, dans une certaine mesure, de germer, de se développer, etc. J'ai vu des triticales qui commencent à se développer dans un champ. Il y a des petites adventices, et puis le triticale continue à pousser, les adventices ne poussent plus. Elles sont bloquées par les substances allélopathiques. On voit ça très souvent. Et puis alors, il y a des cultivars qui sont aussi plus efficaces pour gérer les adventices. J'ai donné une petite interview à la revue Cultivar, la revue française, justement il y a quelques jours, ça a été publié il y a moins d'une semaine. Il y a des variétés de blé qui ont des feuilles horizontales, alors que les blés modernes, ceux qu'on cultive partout, ont des feuilles inclinées, comme ça, presque à 45 degrés, donc érigées. Et ça permet à la lumière de passer entre les feuilles, d'arriver au sol, et les adventices en profitent. C'est pour ça que les variétés modernes de blé sont des passoires adventices. En agroécologie, il faut oublier ces variétés-là. Mais il y a des variétés sélectionnées en bio, par exemple, qui ont des feuilles planophiles, plus horizontales, et qui couvrent beaucoup mieux le sol. Donc les adventices n'ont pas autant de lumière, elles ont beaucoup moins de lumière. Puis il y a des variétés qui talent plus, qui mettent d'abord, font pousser des tales horizontalement pour couvrir le sol, et puis les tales se redressent au lieu d'avoir tout de suite des tales qui se redressent. Tout ça, ça compte dans la génétique. Donc la génétique, c'est important. Et un cas spécifique, celui du vulpin. Le vulpin, c'est une graminée annuelle, c'est une des principales graminées annuelles dans notre pays. Et vous voyez l'efficacité pour contrôler le vulpin. Alors, il faut reconnaître que le labour, il contrôle relativement bien dans cette expérience qui a été faite par l'Organic Research Center en Angleterre. Mais vous voyez que la prairie temporaire est plus efficace. Les cultures de printemps aussi, puisque le vulpin, il germe en septembre-octobre.
mais très peu au printemps. En tout cas, jusqu'à présent, c'est comme ça. Et donc, quand on inclut des variétés, enfin, des cultures de printemps dans la rotation des cultures, c'est une façon de contrôler le vulpin. Et donc, on fait une année de culture de printemps, une année de culture d'hiver. Le vulpin se développe dans la culture d'hiver, mais pas dans la culture de printemps. Des cultures compétitives, c'est moins efficace. Un semis d'automne retardé, ça, c'est la grande stratégie des bio qui sèment début novembre. Moi, je suis tout à fait contre ça. Je sème en septembre. Il faut des plantes qui démarrent vite, qui sont vigoureuses et qui rentrent dans l'hiver bien développées. Au printemps, il n'y a plus d'adventice. Alors, si vous semez en novembre, vous perdez tout l'azote par lessivage. Votre culture d'hiver, par exemple un blé, il tire la langue au printemps, il n'a pas assez d'azote à sa disposition. Et à ce moment-là, les adventices germent parce qu'il n'est pas du tout compétitif et les bio passent tout le printemps à désherber et à abîmer leur sol. C'est un mauvais choix. Et vous voyez que l'efficacité de cette technique est quand même pas terrible. Voilà. Mais les prairies temporaires, 70 à 80% de réduction de la banque de graines. Chaque année, on perd environ 40% de la banque de graines, puisqu'il y a des graines qui meurent. Si vous cultivez une prairie temporaire pendant 3 ans, faites le calcul. Au bout d'un an, il ne reste plus que 60%, puis il reste plus que 60% de 60%, ça fait 36%, etc. Donc, ça descend vite. Exemple de rotation des cultures. En agroécologie, il y a 2 grands types de rotation. La rotation à base de prairies temporaires et de couverts annuels. Mais tout le monde ne peut pas faire des prairies temporaires parce qu'ils n'ont pas d'animaux ou ils ne peuvent pas vendre leurs prairies temporaires à des voisins. Ou une rotation à base de couverts permanents comme des trèfles blancs nains. On peut dire que ce sont les 2 grands types de rotation. Voilà ici, l'idéal en agroécologie, c'est de faire de la polyculture élevage. Encore une fois, c'est ça qu'on a fait depuis 6000 ans. Et on a arrêté de faire ça après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on avait de l'énergie fossile bon marché. Et donc, on a pu remplacer le fumier par des engrais. La gestion des adventices que les animaux contrôlaient en partie et surtout par les prairies temporaires. Quand on a des animaux, on peut avoir des prairies temporaires. Donc, il y avait moins d'adventices. On l'a contrôlé avec des herbicides synthétisé avec de l'énergie fossile, etc. Mais tout ça va changer puisque l'énergie fossile, et c'est une des rares choses qui est certaine pour le XXIe siècle, c'est le prix de l'énergie fossile qui va augmenter et qui va rendre l'utilisation d'engrais et de pesticides de moins en moins rentable parce que ça sera de plus en plus cher. Voilà, on peut faire après une prairie temporaire, c'est la place idéale pour faire du blé panifiable, il n'y a pas de repousse de céréales fourragères, il n'y a pas d'adventice. Après la prairie temporaire, il n'y a pas d'adventice si on la démonte à 3 cm de profondeur. Donc on sème, on récolte. Ça c'est mon système favori. Je vous ai dit, on travaille moins et on gagne plus. On travaille moins puisqu'on sème, on récolte. On ne passe pas 2 à 3 fois pour répandre de l'azote, 2 fois pour mettre des herbicides, puis encore 1 ou 2 fois ou 3 fois pour mettre des fongicides, 1 fois pour un insecticide. On sème, on récolte. Voilà. J'ai essayé de faire que récolter, mais ça, je n'ai pas encore réussi. Alors ça c'est interdit par la loi, mais enfin on pourrait mettre ici de l'épeautre panifiable et puis un métail, donc ce mélange complexe de céréales et de légumineuses, ou mettre un colza associé. Donc c'est un colza dans lequel on met un biomax finalement. Et ça permet de fixer de l'azote en automne pour le colza, de dérouter les ravageurs du colza en automne. Et donc de faire des économies, oui ça couvre le sol aussi, donc ça fait des économies d'herbicides, d'insecticides et d'engrais. Donc c'est vraiment une technique très très rentable, mais on peut avoir des repousses importantes de colza après la moisson, beaucoup de graines tombent au sol, ce sont des toutes petites graines, et donc l'idéal c'est de repasser après avec une prairie temporaire, parce qu'on coupe le colza et il disparaît, et puis on le récolte avec les fourrages. Alors, donc ça, c'est deux exemples de la rotation à base de prairies temporaires et de biomax. Et vous voyez qu'il y a des biomax chaque fois qu'on peut. Et en vert, ce sont les légumineuses. Et dans mon système, où il y a du biomax, je mets des légumineuses chaque année. Il y en a dans la prairie, du trèfle violet ou de la luzerne, Pâques, dans les biomax, et puis ici dans le métail, puisqu'il y a aussi des légumineuses à graines dans le métail, et on ressème la prairie temporaire après.
Donc les gens m'ont dit, mais t'es fou, tu vas avoir des maladies, des légumineuses, du sclérotinien et d'autres choses. Jamais, parce qu'il y a des biomax, et les biomax favorisent la vie du sol qui protège vis-à-vis des maladies. Ça fonctionne, c'est tout. J'ai fait des centaines de parcelles l'année, jamais eu de problème de maladie en ayant des légumineuses chaque année. Et donc l'autre type de rotation, c'est mettre du trèfle blanc nain. On le garde pendant 3 ou 4 ans et on injecte du blé panifiable, de l'épeautre, etc. On peut faire blé sur blé parce que là aussi, il n'y a pas de maladie. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, c'est un triticale qui germe dans un trèfle blanc nain. Et là, il est occupé à passer au-dessus du trèfle blanc nain. Il va ombrager le trèfle, il va disparaître. En fin juin, juillet, on ne verra plus le trèfle, il n'y aura plus que des rhizomes, il n'y aura plus de feuilles. Et après la moisson, 15 jours après la moisson, s'il y a un peu d'humidité, le sol est couvert, vert de trèfle. Et là, il fixe l'azote à mac dans la chaleur du mois d'août, début septembre. Et mi-septembre, on reçoit un minot de céréales dedans. On a des bons rendements avec 0 intrant. C'est vraiment formidable. Quelques autres mélanges, je ne vais pas tous les regarder, mais ici c'est oui, voilà, ça c'est plutôt des systèmes pour la transition, parce que le problème de passer à une agriculture bio de conservation, je parle ici de l'agriculture bio de conservation, après un épisode d'agriculture conventionnelle pendant 60 ans, c'est que le sol a une fertilité très réduite. Le sol est ruiné, quoi. J'ai fait des essais dans le temps en SB. Si vous cultivez un riz gras sur un sol de SB sans engrais, vous avez 2 tonnes de matière sèche hectare. C'est à peu près ce que vous avez dans la pelouse quand vous l'avez tondue. Ou sur une pelouse sèche, sur une pente exposée au sud dans le Valais. En Ardennes, sur des sols beaucoup plus riches en matière organique, il y a 7-8 tonnes sans engrais. 7-8 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc ces sols en conventionnel où il n'y a eu que des cultures. Là où il y a du bétail, il y a une fertilité qui a été maintenue, plus ou moins, mais dans les fermes où il n'y a que des cultures, la fertilité est ruinée, sans intrants, sans le Baxter d'énergie fossile, ça ne produit plus rien. Et quand on passe en agroécologie, il faut tout de suite, et sans engrais de synthèse, il faut tout de suite avoir des rendements acceptables dès la première année, mais on sait faire. Et on fait passer, une des conditions, c'est de faire passer les prairies temporaires à base de légumineuses le plus rapidement possible partout sur toute la surface de la ferme pour régénérer le sol. Donc on les garde que 2 ans et pas 3 comme ici dans un système déjà mature d'agroécologie. Et puis on peut même avoir 2 années de prairies temporaires, un blé panifiable, on remet une prairie temporaire, puis de nouveau un blé panifiable, puis une févrole, puis du chanvre, par exemple. Le chanvre, c'est une culture très peu exigeante, donc on la met en fin de rotation. C'est formidable aussi pour contrôler les adventices. Une fois que le chanvre commence à pousser, il étouffe tout, et il faut très peu d'engrais. Donc c'est vraiment chouette. Et je me réjouis de voir qu'il y a de nouveau des firmes en Belgique. Il y en a 2, en fait, qui relancent la filière chanvre. Qui est un magnifique isolant, enfin on peut en faire des tas de choses. Vous me direz, oui, mais pourquoi vous ne mettez pas 3 prairies et puis 2 blés? Parce que sur des sols ruinés, il faut passer tout le temps d'un mélange à base de légumineuses à un mélange de non-légumineuses. Ça va. Le blé ici va produire correctement, mais si on met un 2e blé là, le 2e blé va produire 50% du rendement du premier. Et donc ça veut dire des rendements insuffisants. Et puis, il faut trouver des matières organiques aussi. Alors, il n'y a pas évidemment que les céréales. Ici, vous voyez encore une façon d'avoir des légumineuses tout le temps, avec des biomax, des métailles, du colza associé. Bon, mais il y a beaucoup de céréales. Mais j'ai des exemples avec des cultures de printemps, comme la pomme de terre. Le maïs grain ou le maïs fourragé, mais moi je suis contre le maïs fourragé. Je trouve qu'il faut faire des prairies temporaires qui apportent de l'énergie, des protéines et des minéraux, alors que le maïs n'apporte que de l'énergie, alors il faut importer du soja ou d'autres trucs.
Le maïs fourragé, c'est vraiment pas agroécologique. Le maïs grain, c'est beaucoup mieux parce qu'on ne récolte que le grain et toutes les feuilles et les tiges, donc beaucoup de carbone, retournent au sol et ça contribue à régénérer le sol. C'est la même plante, mais ce sont d'autres variétés. Et l'impact sur le sol est tout à fait différent. Donc, comment est-ce qu'on peut cultiver une pomme de terre de manière agroécologique? Parce que le Belge aime quand même des frites, hein, mais maintenant on cultive beaucoup de pommes de terre pour l'exportation, c'est pour ça qu'on en fait beaucoup trop. Donc, manger un peu de pommes de terre. Moi, je mange des frites 2 fois par an, 2 fois 10 frites, parce que bon, c'est quand même un peu gras. Et après prairie temporaire, on n'a donc pas de problème d'adventice et on a beaucoup d'azote disponible au printemps suivant. La pomme de terre, ça se plante au printemps, donc on met d'abord un couvert après la prairie temporaire. Sur but ou pas sur but, finalement, à plat, c'est bien aussi. Et on réduit les sols au lieu de la fraiser en profondeur, comme le font les industries, comme McCain et tout. Ils viennent avec une fraise, c'est un mixeur qui détruit tout. Il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de champignons. La matière organique s'en va dans l'atmosphère en partie. C'est de passer des dents, simplement des dents, pour ameublir une première fois la profondeur, 30 cm, pas plus. Puis encore une fois, il faut scalper, peut-être avant, s'il y a des adventices, on scalpe, puis on fait passer une dent, peut-être une deuxième fois, et puis on plante, quoi. Après pomme de terre, on peut récolter à peu près à cette saison-ci, c'est assez tard, on peut mettre une orge de brasserie. On ne peut pas mettre de couvert entre les deux parce que la pomme de terre est cultivée trop tard. Puis on met un biomax et puis par exemple un métail. Alors avec le maïs grain, là aussi, plutôt que de détruire la prairie temporaire au printemps, vous auriez pu me dire, on aurait pu ici détruire la prairie temporaire au printemps, mais ça pose des problèmes. Et c'est un problème qu'on a pu résoudre avec des agriculteurs français, parce que lui détruisait sa prairie en avril, début mai, et puis semait un maïs. Alors il y avait une minéralisation de la matière organique de la prairie très très importante au printemps, beaucoup de nitrates disponibles et des explosions d'adventices, il s'en sortait plus le gars. Kénopodes, une vague de kénopodes, une vague d'atriplex de kénopodes, il devenait fou. Alors, on lui a dit, il y a 2 possibilités. Soit on met un biomax non gélif, un mélange de seigle, d'avoine et de trèfle incarnat. Soit, mieux, mais pour ça, c'est intéressant d'avoir des animaux, nous, c'est mettre un métail. Donc, on détruit la prairie sur 3 cm en début août, puis on met un métail. Et le métail va étouffer les adventices, va fixer de l'azote, et on récolte le métail, on l'ensile en verre début mai, on attend un peu et on sème le maïs sans toucher au sol. Dès qu'on touche au sol, on a des germinations, donc on fait un semis direct de maïs dans les chaumes du métail. Et donc plus de problème d'adventices, plus de désherbage. On sème après maïs, il n'y en a pas tellement le choix. Comme on récolte tard, il y a pratiquement que le blé d'hiver, de nouveau un biomax, et puis des métails, quoi. Donc vous voyez un peu comment on raisonne les choses. On avait parlé du colza. Et alors je me suis mis au bout d'une petite quinzaine d'années à calculer des ratios en fonction de ce que j'avais vu qui fonctionnait, qui ne fonctionnait pas. Et il y a un ratio sur les prairies temporaires, c'est très important. Donc ici, dans cette rotation, c'est une rotation de 6 ans, on a 2 années de prairies temporaires, 2 ans sur 6 ans, ça fait 33% de prairies temporaires. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut un petit 50%, donc 40%, c'est pas mal. Il y a 100% de légumineuses dans la rotation, parce qu'après le champ, on remet de la prairie temporaire, et la prairie temporaire devrait être en jaune parce qu'elle contient des légumineuses, donc on a 100% de légumineuses. Ça, c'est mon objectif. Et puis les cultures de printemps, on en a 1 an sur 4. Là, on ne tient pas compte des prairies qui sont des cultures, qui est une culture pérenne. On tient compte uniquement des cultures annuelles. Et vous voyez qu'ici, on a 3 cultures d'hiver et 1 culture de printemps, le champ, 25%. Il ne faut pas dépasser 50% de culture annuelle. Mais on va y revenir. Alors les prairies temporaires, c'est magique, c'est un des piliers des systèmes agroécologiques. Il faut essayer de réintégrer l'élevage, au moins à l'échelle régionale.
parce que ça restaure la fertilité, la structure, la vie du sol, fixe beaucoup d'azote, et ça contrôle les adventices. Ici, on est toujours dans le chapitre des adventices. Si vous faites 4 coupes par an sur une luzerne, pendant 2 à 3 ans, les chardons sont éliminés. Il n'y a aucun herbicide qui peut faire ça. Quand on met un herbicide sur le chardon, il se tord, mais il repousse l'année suivante. Les plantes peuvent le faire. Le chien-dent, pareil. Les rumex, là, c'est plus compliqué. Il n'y a pas vraiment de solution, même avec des herbicides. Pas de solution magique, en tout cas. Et ça contrôle aussi les graminées annuelles, dont le vulpin et d'autres. Alors, oui. Donc, ça, on en a déjà parlé. Et alors, j'arrive à ces ratios idéaux. Voilà, ils sont définis ici, donc ils sont à votre disposition, hein, vous pouvez avoir les dias. L'idéal, c'est d'avoir 40 à 50% des prairies temporaires dans la rotation. Si ce ratio est inférieur, on a quand même une solution. Il faut des cultures de légumineuses à graines et plus de biomax pour fixer de l'azote. Ou passer à un système de couvert permanent. Donc on a 2 autres solutions. À base de trèfle blanc, légumineuses 100%, biomax, au moins 2 années de biomax sur 5 à 7 années. Hein, les rotations bio, c'est souvent 6 à 7 ans. Si vous avez 2 années de biomax, c'est déjà bien, quoi. Mais en tout cas, pas laisser les sols nus. Et les cultures de printemps, éviter d'avoir plus de 50% dans la rotation. Et les pommes de terre, ne pas les faire revenir plus souvent qu'une fois tous les 5 ans ou les 6 ans, quoi. Maintenant, on est à 4 ans dans la pratique et ça, c'est catastrophique. Parce qu'on n'a pas le temps de régénérer le sol après la culture et puis on favorise le développement de nématodes problématiques et on ne peut pas s'en séparer. Biomax entre 2 cultures, voilà quelques images. Ça, c'est le premier biomax que j'ai semé il y a 15 ans. C'est pas une culture de tournesol, il y a 10 espèces là. On voit des vesses, on voit de la facélie, il y a 10 espèces. Et je peux vous dire que le voisin qui habitait juste à côté de la haie, là, il m'a dit quand il a vu ça, et l'année prochaine, j'allais en remettre, parce que c'est beau, évidemment. Mais voilà, ça, c'est aussi un des piliers du système. Et ça produit 6-7 tonnes de matière sèche par hectare en 2 mois et demi à 3 mois. Ça, c'est extraordinaire. Une culture, un engrais vert pur, comme de la moutarde, ne peut pas faire ça, quoi. C'est parce qu'il y a une grande densité de semis et une grande diversité d'espèces qu'on peut atteindre ces rendements en aussi peu de temps. Et alors, on peut les écraser avec un rouleau FACA qu'on voit ici à l'avant du tracteur. Ceci, c'est un biomax qui n'est pas très haut, mais qui est très dense, qui produisait pas mal. Je l'ai mesuré, et ça faisait 6 tonnes de matière sèche. Et alors, on crée un mulch, et on sème dans ce mulch directement à l'arrière du tracteur avec un semoir de semis direct. Et on a fertilisé le biomax, on ne fertilise pas la culture. Ici, la céréale est semée dans ce mulch. Et encore une fois, c'est un système où on sème et on récolte. On n'a pas besoin de faire autre chose. Mais il faut avoir un beau biomax. Ce qui est le cas ici. Donc ça réduit le travail. Voilà ce que je voulais vous dire sur la rotation. Maintenant, 2-3 dias sur terre vivante, quand même, pour vous expliquer ce qu'on fait. On a développé une méthode pour accélérer la transition vers l'agroécologie. C'est notre but, mais on a une méthode que j'ai commencé à développer en 1990, donc il y a quand même 30 ans. Et qu'on a amélioré évidemment au cours du temps. Donc Terre Vivante aujourd'hui, c'est quoi? C'est 30 ans d'expérience, ça c'est la mienne, de solides connaissances scientifiques et pratiques. J'espère en avoir un peu, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie aussi. J'ai été voir des agriculteurs sur à peu près tous les continents, mais nos jeunes agronomes, eux sont tous fils d'agriculteurs, et donc ils sont d'une part agronomes, ils ont un diplôme d'agronome, mais ils sont aussi enfants d'agriculteurs, et donc ils ont des connaissances pratiques déjà très affirmées. On a 4 agronomes de terrain, donc tous issus du milieu agricole, un spécialiste de la communication avec 20 ans d'expérience. C'est une organisation sans but lucratif qui n'est pas dépendante du commerce des intrants, ça c'est très important, parce que les agriculteurs nous font confiance, et rien que pour ça. On ne vend rien. Elle permet d'avoir des échanges entre agriculteurs. Les agriculteurs sont très isolés. Ils ont peu de
possibilité de parler à d'autres agriculteurs. En fait, leurs voisins sont des compétiteurs, parce qu'en conventionnel, il faut toujours agrandir la ferme. Et donc, les voisins, c'est un peu les ennemis, parce qu'il faut lutter contre eux pour avoir des terres. En agroécologie, c'est plus nécessaire, parce que les rendements sont plus élevés. Mais donc, ils sont très isolés. Et il y a des échanges entre eux et entre agronomes. Ça aussi, ils s'apprécient beaucoup, et ça les sécurise beaucoup. Ils nous disent, grâce à vos passages dans la ferme, vous venez voir nos problèmes, mais on n'est plus seul à prendre une décision, et c'est lourd d'être seul pour prendre des décisions. On organise des tours de plaine, là il y a d'autres organisations qui le font, comme Greenotech, Regenecter. Des réunions d'hiver pour améliorer le système des fermes, c'est l'approche systémique des systèmes, dans des petits workshops où un agriculteur vient devant ses pairs, dans des petits groupes de 10 personnes maximum, et il explique sa ferme, ses problèmes, et ce qu'il voudrait atteindre, et ses collègues lui donnent des idées pour améliorer son système. Donc ça, on est les seuls à le faire. Et c'est vraiment une approche systémique, parce qu'on voit l'entièreté du système, pas seulement les techniques, mais l'économie, le social, etc. Il y a des gens qui font des confidences, qui disent « Ah oui, mais nous, on a des problèmes avec notre père », ou « Voilà, j'ai eu un divorce et j'ai eu du mal à en sortir », et tout. Bon. Et c'est vraiment émouvant de voir que des agriculteurs se confient à nous, mais aussi à leurs collègues qui ne connaissaient pas quelques mois avant. Et c'est aussi un soutien moral. Une disponibilité totale pour l'accompagnement individuel, parce qu'ils peuvent nous appeler quand ils veulent au téléphone, donc ça c'est tout le temps, mais on va en moyenne 6 fois par an dans chaque ferme. Parce qu'on a remarqué que même quand on forme des agriculteurs, quand on leur montre des belles fermes, après ils ont du mal à transposer ça chez eux parce que leur ferme est plus grande ou plus petite ou a un sol différent et ça ne va pas, quoi. Donc il faut vraiment aller chez eux et leur discuter tout ça. Donc c'est un accompagnement sur tous les aspects de la ferme, une approche systémique et participative, un accompagnement de tous les types d'agriculteurs. Donc il y a, dans la même salle, il y a des bio, des non-bio. En France, souvent, il y a des bagarres entre les agriculteurs. Chez nous, c'est très respectueux. Et les bio ont développé des solutions qui peuvent être intéressantes pour les agriculteurs en agriculture de conservation et le contraire. Au début, je disais qu'il fallait quelques règles dans les débats, et notamment le respect des autres. Après, j'ai arrêté parce que c'est tout à fait naturel chez eux. On a aussi un système d'indicateurs agroécologiques qui s'appelle Oasis et qui mesure l'impact de ce qu'on fait. Et maintenant, on a, pour certaines fermes, déjà 3 évaluations par ce système d'indicateurs agroécologiques qui mesurent les progrès sur les techniques, mais aussi sur l'économie, le social, l'environnement et la biodiversité et la résilience. Et chaque indicateur est évalué sur une échelle de 1 à 5, et à la fin, on a une moyenne en lettres, comme les Nutri-Score ou les Planet Score, de A à E, donc E c'est mauvais, A c'est bon, et on voit déjà des fermes qui changent de catégorie, qui étaient en D, pas terrible, enfin pas très avancé dans la transition écologique, c'est pas qu'il y a des bons et des mauvais, il y a des avancés et des moins avancés dans la transition. Ils étaient en D, très peu avancés, ils sont en C, il y avait des fermes qui étaient en C et qui maintenant sont en B, et quand elles sont en B, elles peuvent devenir des fermes phares pour inspirer les autres. Alors, on fait des formations, on a relancé les formations qui existaient avant le Covid, on l'a relancé l'année passée. Très important, les formations, on gagne beaucoup de temps, parce que si vous dites oui, il faut arrêter de labourer, il faut couvrir les sols, oui, mais pourquoi ? Il faut comprendre la vie du sol, donc il faut une explication sur la vie du sol, quoi. Et donc c'est ce qu'on a fait. On termine une formation d'1 an là, dans quelques jours. Il y a une formation y compris sur le terrain, une partie sol, une partie terrain. Et l'année prochaine, on va remettre le couvert, si je puis dire. Et puis on renforce aussi des filières de commercialisation, en ce moment surtout sur le blé, et puis en travaillant avec d'autres. Ça, c'est l'équipe, les 4 agronomes, et puis notre spécialiste de la communication. Puis il y a un plus vieux, là, il est agronome aussi. Voilà, ça c'est notre méthodologie. Souvent, on offre une évaluation d'une ferme par Oasis. Les gens acceptent souvent, et une fois qu'on a fait ça, le plus souvent, ils nous rejoignent. Ils décident de devenir adhérents à Terre Vivante, et on signe un petit contrat. Ils s'engagent pour 3 ans, au moins. Et voilà, ils sont
tenu plus ou moins, mais voilà, la vie est parfois plus compliquée qu'on ne pense, à venir au Tour de Plaine, au workshop, et bien sûr, on les accompagne. Ça coûte 300 € pour rien, c'est peanuts par rapport au coût, évidemment. On offre la formation au début, puis ils rentrent dans le processus avec cet accompagnement individuel Tour de Plaine workshop, et puis au bout d'un an, on fait de nouveau une évaluation avec Oasis, quoi. Et on fait ça 3 fois, elle s'améliore d'année en année, et puis certaines émergent et peuvent devenir des fermes phares, qui sont des fermes qui s'engagent. On lance le processus maintenant, qui ont la cote B dans le symbolisme de Nutri-Score, hein, le maximum c'est A, il faut qu'elles aient au moins B. Ce sont des gens qui ont plutôt 50-55 ans, qui ont déjà une grande expérience, qui sont bien avancés dans la transition, qui savent parler, qui sont respectés. Et alors on les paye, on leur demande d'organiser 3 fois par an une demi-journée de visite pour les collègues de leur région. Par exemple 20 agriculteurs, et on les paye 250 € la demi-journée. Et ils parlent simplement, ils viennent les mains dans les poches. S'ils ont besoin d'un PowerPoint, d'une affiche, on le fait pour eux. On fait la promotion aussi de ces événements. Et on voudrait avoir à terme 50 fermes phares qui devraient accueillir 60 fermes, hein, 3 fois 20 agriculteurs, fait 60 par an. Ça fait, à ce moment-là, on touche 3000 fermes, et il y aura tellement plus que 3000 fermes dans quelques années. Il y en a encore 10 000 aujourd'hui. Et donc, d'une part, on construit une base solide pour l'agroécologie avec cet accompagnement individuel, et d'autre part, on veut toucher des grands nombres avec les fermes phares. Voilà quelques exemples d'objectifs. Se former aux techniques nouvelles. Donc, ce sont des objectifs annuels qu'on définit avec eux. Diminuer le travail du sol, couvrir les sols, diminuer l'utilisation des insecticides et des fongicides, développer un réseau écologique. Il y a 2 fermes qui viennent de semer des bandes dans un réseau écologique dense en SB et en Hainaut occidental il y a quelques jours. Mieux valoriser les engrais organiques et diminuer les engrais solubles, analyser le sol et la sève des plantes, mieux valoriser l'herbe dans le pâturage tournant, calculer des rations pour économiser dans les achats d'aliments, calculer, interpréter les marges brutes, parce qu'en plus d'Oasis, on a ces outils-là, notamment cet outil économique de l'interprétation des marges brutes et des simulations. On dit, bon, si on va un pas plus loin en agroécologie, qu'est-ce que ça donne sur la marge brute? Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Petite question technique, donc pour la destruction sur les 3 cm des prairies temporaires, ça se passe comment et quel outil? On fait ça avec une fraise. Bon, j'aime pas la fraise quand elle est utilisée en profondeur, mais sur 3 cm, et on fait ça au mois d'août. Quand les vers de terre sont en profondeur, on fait peu de dégâts, et on scalpe juste sous le plateau de talage des graminées ou la couronne des légumineuses. Et idéalement, avec une bonne fraise, mais on en trouve de plus en plus dans le commerce, une bonne fraise, c'est une fraise dont la hauteur de travail n'est pas réglée par un rouleau à l'arrière, qui a le désavantage de réappuyer les plantes dans le sol, mais des roues latérales, un capot qui se relève bien à l'arrière, et des dents à angle droit et pas incurvées. Sinon, on fait une tôle ondulée et la profondeur de coupe n'est pas régulière. Mais ça marche aussi avec une fraise ordinaire. Et donc, avec une bonne fraise, le sol qui est plus lourd que les plantes retombe à proximité de la fraise, et les plantes qui sont plus légères tombent plus loin, se déposent sur le sol, et en un jour, s'il y a du soleil, elles sont mortes. Et voilà, il suffit de bien régler la profondeur, faire des essais bien réglés, pas faire tout de suite 50 hectares sans regarder le résultat. Donc ça, c'est important aussi, mais ça fonctionne très très bien. Moi, je n'ai jamais raté ce genre de choses. Ok, pour une culture de luzerne, ça fonctionne? Oui, pour la luzerne aussi. Mais dans la luzerne, il ne faut pas la garder 10 ans, parce que les racines deviennent comme du bois. Donc 3 ans maximum, c'est aussi une chose. Et la dernière année, si on la garde 3 ans, c'est faire des coupes rases, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il faut faire pour maintenir une luzerne, mais pour épuiser la luzerne. Ok. Et surtout, la dernière coupe doit être très rase. Et voilà. Parfait, merci.
Vous parlez de Biomax, du coup, au niveau de la commercialisation de ce mélange justement de Biomax, il est disponible facilement. On vend des Biomax dans le commerce, enfin des mélanges complexes d'engrais verts, c'est pas toujours appelé Biomax dans le commerce, mais souvent ils ne correspondent pas à mes critères, en tout cas, d'avoir au moins 4 familles. En bio, il ne faut pas mettre de céréales dedans, ou de graminées d'une façon générale, parce que c'est très difficile de les éliminer après. Donc il faut uniquement des plantes gélives et pas de graminées en bio. Quand on a du Roundup, ça n'a pas d'importance, on les flingue au Roundup. Et donc voilà, les mélanges ne sont pas toujours adaptés à tous les systèmes, quoi. Et en plus, n'ont pas souvent les aspects de base d'avoir ces 4 familles. Or, c'est pas intéressant de mettre des graminées dans un Biomax. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de graminées dans la rotation. Il y a toujours beaucoup de céréales dans une rotation. Donc pourquoi les remettre une fois de plus, quoi ? Sauf dans certains couverts non gélifs. Alors là, on met des céréales non gélives, mais c'est une exception. Mais pour les couverts qu'on détruit mi-octobre en moyenne, je ne mets pas de graminées là-dedans, je le déconseille pour n'importe quel système. Mais du coup, la question, c'est où les trouver ? On peut les faire soi-même, on peut acheter chaque espèce individuellement, on peut se grouper pour acheter à plusieurs des semences, mais voilà, on peut faire le mélange soi-même, ou acheter une base. Par exemple, la SCAM vend des mélanges, on a une coopération avec la SCAM l'année passée, et dans tous leurs mélanges, ils en ont 15-20, je crois. Il y en avait 2 qui me plaisaient, quoi. Mais enfin, il y en avait quand même 2, quoi. Et on peut les compléter un peu, voilà, avec 1 ou 2 espèces en plus. Et vous parliez tout à l'heure donc de terre vivante. Vous parliez de 300 €, mais c'est 300 € donc annuel. Oui. Enfin, j'avoue que vous avez été un peu vite et donc du coup j'ai pas. Mais les 300 €, c'est pour la formation qui était gratuite l'année passée. Je ne sais pas si elle va encore l'être, mais voilà. Mais en tout cas, pour les tours de plaine, les workshops d'hiver, l'accompagnement individuel et la réponse au téléphone, plus des dossiers qu'on écrit, des dossiers techniques sur la culture du colza associé, par exemple, des tas de choses comme ça, sur les couverts, sur le réseau écologique. Vraiment. Il y a des dossiers, il y a la newsletter que tous les mois, les gens reçoivent, et il y a des sujets d'actualité, et la participation à un réseau WhatsApp pour les cultivateurs. On a un réseau spécialisé aussi pour les éleveurs. Et alors oui, on communique par, bien sûr, WhatsApp, les sites Internet. On a un site Internet en cours de rénovation, mais aussi les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, LinkedIn, machin, et par email. Donc c'est l'essentiel. Tout ça, c'est pour 300 €. Et alors, en 2025, on va offrir des services supplémentaires qui sont légèrement payants, comme les tests de sève. Bon, il faut récolter les plantes, il faut récolter des petites feuilles, des jeunes feuilles, des vieilles feuilles, les mettre en sachet, l'envoyer dans un labo aux Pays-Bas, et puis on a les résultats. On interprète tout ça parce que nous, on a fait énormément d'analyse, donc on a une expérience pour interpréter ce que l'agriculteur n'a pas, quoi. Il n'a pas l'occasion de voir beaucoup d'échantillons dans sa propre ferme. Et alors on fait un rapport, quoi. Et voilà, on peut discuter de la fertilisation. Les marges brutes aussi, ça va être payant. Les rations alimentaires des animaux, on a le logiciel de l'INRA qui est un des meilleurs logiciels d'alimentation animale au monde. Voilà, donc on demande des petits suppléments pour ces choses-là. Okay. Et pour faire partie justement de Terre Vivante, est-ce qu'il faut avoir un minimum d'hectares ? Oui, on ne s'adresse pas aux maraîchers qui travaillent sur 1 à 3 hectares, disons. On a renoncé à définir un nombre d'hectares minimum, mais on s'adresse à des fermes de grande culture, d'élevage spécialisé ou de polyculture élevage. Okay. Donc on peut avoir 20 hectares en se disant oui, mais l'année prochaine j'en aurai 40 et dans 5 ans 60. Alors oui, vous pouvez venir. Mais sinon... on ne s'occupe pas de maraîchage, et pour le moment en tout cas, parce que c'est aussi un autre métier, le maraîchage est un autre métier que les grandes cultures, on ne s'occupe pas de fruticulture non plus.
Ok, merci. Tu disais, je ne comprends pas pourquoi les gens ne passent pas en agriculture biologique de conservation, pourquoi ils continuent à mettre du Roundup. Pourquoi ? Je n'ai pas dit que je ne comprenais pas pourquoi ils passaient en agriculture biologique de conservation, parce que c'est pas si facile que ça, il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin. Mais ce que j'ai dit, c'est que ça n'est pas correct de dire qu'on ne peut pas se passer de Roundup et on peut désherber mécaniquement, parce que le Roundup, c'est un herbicide total. Donc on n'applique pas ça sur des plantes, sur des OGM, mais on n'en utilise pas en Belgique. Des OGM qui sont résistants au Roundup. Et donc, on applique le Roundup entre deux cultures. Et là, on a des moyens mécaniques qui peuvent tout à fait bien fonctionner. Par exemple, les air-sackers qui scalpent, ou même une déchaumeuse à disque. Mais oui, ça demande un peu plus de travail et des conditions météo favorables. Mais même le Roundup, on ne peut pas l'appliquer quand il pleut, quoi, hein, donc. Et économiquement, il y a des... Ça demande très peu de puissance de travailler superficiellement, donc on consomme un peu plus de mazout, mais c'est pas grand-chose. C'est pas comme un labour qui demande beaucoup de mazout à l'hectare, quoi. Alain, tu as quand même, au cours de ton parcours, tu as quand même été à l'initiative de la transition depuis déjà le bio, on va dire, et puis maintenant c'est le bio de conservation. Selon toi, il n'y en a peut-être pas qu'un, mais quels sont les facteurs limitants ou les facteurs clés pour qu'une ferme entame sa transition? Et qu'est-ce qui peut vraiment l'aider? Qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur peut passer, ou qu'une ferme peut passer à cette nouvelle étape de... Il y a des motivations très différentes, en fait, d'un individu à l'autre, d'un agriculteur à l'autre. En 1990, donc, travaillé avec un groupe d'agriculteurs pilotes. C'était tous les bio de Wallonie, ils étaient 10 à l'époque en polyculture. Maintenant, il y en a des milliers, mais à l'époque, ils étaient 10. Et je leur ai posé la question, pourquoi vous êtes passé au bio? Et ils m'ont tous dit, sans exception, pour des raisons de santé, parce qu'eux avaient des problèmes avec les pesticides, ils étaient allergiques, ils ne supportaient pas les pesticides, et ça c'est quand même assez courant. Ou bien c'était leur bétail, qui avaient des problèmes de santé, et avec la médecine vétérinaire classique, ils ne parvenaient pas à résoudre ces problèmes, et quand ils sont passés au bio, ça a disparu. Donc c'est dans les deux cas, des raisons de santé, la leur ou celle de leur bétail. Maintenant, il y a aussi des raisons financières. Passer au bio en élevage, c'est quand même assez facile à faire, parce que quand on a une prairie permanente à base de trèfle blanc, ça fixe de l'azote, il n'y a pas de problème de maladie, de ravageurs, même pas d'adventices. Donc on passe facilement bio. On a les subsides, et puis il faut essayer de vendre la viande bio ou le lait bio dans des filières bio. Pour la viande, c'est pas facile, sauf en circuit court et local qu'on organise soi-même. Pour le lait, il y a des laiteries, à certains moments en tout cas, à certains endroits, qui donnent un prix supérieur pour le lait bio. On sait que depuis un an ou deux, c'est plus vraiment ça, mais ça a été le cas pendant très très longtemps. Et ça va sans doute le redevenir. Donc on peut passer bio, pas spécialement par conviction, mais parce qu'on se dit je gagnerai mieux ma vie comme ça. Alors il y a aussi des gens qui, surtout en culture, se disent moi je vois mon sol... pas terrible, ils vont à une conférence, parce que souvent, ce qui motive pour l'environnement, pour s'engager pour l'environnement, comme vous, si vous êtes ici, c'est que j'imagine vous êtes engagé pour l'environnement. Il y a eu un déclic souvent à un moment donné. Ça peut être un film, ça peut être une rencontre de ferme, c'est très différent pour chaque personne aussi.
Par exemple, les Bourguignons qui ont donné qui ont été les pionniers et qui ont donné des quantités de conférences en Belgique et en France, beaucoup d'agriculteurs m'ont dit, moi j'ai été écouter les Bourguignons une fois, la première fois ils m'ont choqué, quoi. J'ai été une deuxième fois, il y a peut-être quand même du vrai, et la troisième fois j'ai compris et je suis passé à l'agriculture de conservation grâce à eux, quoi. Il y a d'autres agriculteurs, je dis, moi j'ai été dans une ferme en France, un agriculteur belge, j'étais en France et j'ai vu la différence entre les terres en agriculture de conservation et le voisin. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. En agriculture de conservation, il y a une érosion terrible, et chez l'autre, pas du tout. Il y a quand même quelque chose d'important. Là, on perd les premiers horizons les plus fertiles. Chaque année, on en perd un peu. Il faut arrêter ça, quoi. Donc voilà, ce sont tous des motifs. Parfois, quelqu'un regarde un film, Kiss the Ground, et puis, ah ouais, c'est ça que je dois faire, quoi. Ou un livre. Mais je pense que les vrais engagements, ceux qui tiennent, quelle que soit la fluctuation des prix, bio ou pas bio, les vrais engagements viennent des tripes, quoi, d'une émotion. Et après, on fait travailler le cerveau et on doit faire son business plan et il faut se renseigner, etc. Mais ça doit venir des tripes. Ouais, donc ce que j'entends, c'est la santé, quoi, s'éveiller à la santé, que ce soit la sienne, celle de ses proches, de son sol. Après, c'est d'observer d'autres chez qui ça marche. Oui. Et puis après, comment est-ce que le fait aussi de se sentir en groupe, parce que c'est quelque chose qui revient aussi dans ce que tu dis, de se dire qu'on n'est pas seul à explorer une voie. Ça vient souvent dans une deuxième étape. Les gens sont convaincus, ils veulent changer. Mais alors, évidemment, quand ils changent, il y a tous leurs voisins qui le regardent et qui attendent qu'ils se cassent la figure, quoi, parce que c'est comme ça que ça marche. Et il fait tout différemment de nous. On va bien voir, quoi, on va bien rigoler. Et donc, ça n'est pas facile d'être le fou du village. Moi, je l'ai été aussi, et je le suis encore dans le monde scientifique et agricole. Et quand on est dans un groupe avec des gens comme chez Terre Vivante, on est des fous ensemble, et en fait, on n'est pas des fous, on est des gens réfléchis, on est l'avenir, et on se soutient les uns les autres. Cet appui moral est très important. Et ça permet aussi d'éviter de refaire les erreurs des pionniers ou d'un collègue qui a expliqué qu'il a fait telle erreur, ça ne marche pas, il le dit aux autres et ils ne la font pas, quoi. Et donc, on va plus vite, plus loin. Ouais. Parce que ça, c'est vrai, moi je l'observe aussi, mais c'est pas que dans le monde agricole, c'est de créer un espace de sécurité, en fait, dans ce groupe, dans lequel on peut oser aussi exprimer ses échecs, les choses qui vont moins bien, parce qu'on tient à ceux qui sont dans le groupe, on n'a pas envie qu'ils perdent du temps, comme nous, on a pu en perdre. Et c'est ce qui est parfois un peu plus dur quand on n'a pas la confiance entre les producteurs. Merci. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je suis impressionné par la rapidité avec laquelle les agriculteurs dans nos groupes, dans nos workshops divers, font confiance aux autres, des gens qui ne sont pas dans leur région. Si c'était le voisin, ce serait différent. Mais comme c'est des gens qui sont assez loin de leur propre ferme, ils parlent très vite ouvertement et même de leurs problèmes personnels intimes. Parce que ça aussi, c'est un facteur de réussite. On peut passer par une période de dépression un peu parce qu'on vient de connaître un divorce et on a des problèmes avec les enfants, ou le père sabote tout ce que vous voulez faire, c'est pas rigolo non plus. Donc ça aussi c'est important, et les gens le font, et ils s'expriment comme ça. Il y a eu 2 cas, mais vraiment très forts et très émouvants dans nos groupes. Et je trouve ça magnifique, quoi. Après, on essaye de les aider comme on peut. On n'est pas des assistants sociaux ni des psychologues, mais on peut trouver des médiateurs, par exemple, entre le fils et le père, ou un agriculteur. C'était le cas d'ailleurs, 2 frères qui expliquaient face aux autres que leur père sabotait tout. On leur a parlé d'un médiateur qu'on connaissait, on avait un nom. Et un autre agriculteur qui dit « Mais moi, j'ai la chance d'avoir un père qui m'a compris, qui me laisse faire, quoi. » Et qui, après, quand il a vu le résultat sur la sol, m'a dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps pour faire ce que tu fais ? Et on nous a menti. » Il a dit ça, quoi. Moi, je vais parler à ton père. Et d'ailleurs, on fait une réunion demain chez ce gars-là, chez les 2 frères. Et le gars, là, il va prendre le père par l'épaule, sans doute, et le prendre à part et lui parler. On verra bien, mais voilà, c'est des choses qui se passent. Et tout cet aspect-là, social, est très important.
Je ne sais pas si ce sera la dernière question, mais par rapport à ce que tu viens de dire, je veux juste rebondir en disant il y a aussi des structures spécialisées comme Agricole, je pense, pour les agriculteurs un peu en détresse psychologique notamment. Oui, on est en contact avec eux et on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Mais les agriculteurs qui s'adressent à Agricole sont dans une situation désespérée, quoi. Sont des gens qui ont fait faillite ou qui vont le faire faillite dans les 15 jours. Quoi. Donc c'est un autre, je ne vais pas dire business, mais c'est une autre vocation. Mais oui, donc les agriculteurs qui viennent chez nous ne sont pas dans cet état-là. Ce sont des gens qui sont dans une situation financière normale ou bonne. Voilà. Donc Agricole, c'est autre chose. Mais c'est donc complémentaire, quoi. C'est vraiment complémentaire à ce qu'on fait. Pour revenir sur la partie économique, est-ce que vous avez une comparaison des coûts dans du conventionnel et de l'agroécologie et des répartitions des coûts? Voilà, on termine une comparaison pour le blé, puisqu'il faut commencer par une culture, et le blé, c'est quand même la culture la plus répandue en Europe et en Wallonie. Donc on a comparé les marges brutes et les marges semi-nettes. Les marges semi-nettes comprennent aussi les frais de mécanisation, etc. Et en culture donc de froment d'hiver, pour le conventionnel, l'agriculture de conservation, il y a 2 options. Le bio, il y a aussi 2 options, et l'agriculture bio de conservation. Ça fait déjà pas mal de... et là aussi, il y a 2 options, après prairie temporaire ou après une autre culture. Bon. Et donc, on doit faire tourner le modèle maintenant, c'est des calculs dans Excel. Et voir ce que ça donne en fonction des niveaux de prix, des niveaux de rendement, etc. Cette année, l'agriculture bio de conservation se comporte pas mal, mais, et le conventionnel aussi. Mais en fait, il faut de nouveau adopter une approche système. Les bio ne vendent pas leurs céréales ou n'utilisent pas leurs céréales de la même façon que les conventionnels. Les conventionnels l'envoient dans le marché industriel. Un bio, il va peut-être essayer de faire de la farine lui-même, en agriculture de conservation aussi, dans des approches agroécologiques. Il va essayer de trouver des filières. On a par exemple les grands blés qui nous prennent des blés de qualité. Il y a les moulins de Val-Dieu aussi qui cherchent des blés de qualité. Donc, en agroécologie, on n'a pas le même circuit de commercialisation, on vend à un prix plus élevé aussi. Puis, dans nos modélisations, on n'a pas tenu compte des subsides. Quand on tient compte des subsides, les bio sont mieux que tous les autres, quoi. Encore, même maintenant, quoi. Et donc, il faut faire des simulations et puis analyser tout ça, parce qu'on vient de terminer, en fait, un premier jet. Mais on fait ça, oui. Et une question subsidiaire. Et on va le faire avec d'autres cultures après. À partir de quel prix de pétrole on arrive à quelque chose qui ne tient plus du tout la route? Oui, ça c'est une question un peu difficile. Mais bon, en ce moment, comme il y a une récession mondiale, le prix du pétrole diminue un peu. Simplement parce que la demande est plus faible. Mais je ne suis pas spécialiste de la question, mais je raisonnerais plutôt en azote, en prix du kilo d'azote, pur donc. Je pense que quand il sera à 2,50 € le kilo, ça va faire mal, quoi. Je suis un néophyte, il est à combien là pour l'instant? Il est autour d'un quelques, je n'ai pas regardé les prix récemment, mais il a beaucoup varié, hein, depuis juste un peu avant la guerre d'Ukraine, il y a eu un pic des prix, puis il est redescendu. Là, depuis quelques mois, je n'ai plus regardé. Mais il faut aussi se rendre compte, pour ceux qui n'achètent pas de l'azote tous les jours et des intrants tous les jours, c'est que les prix des intrants augmentent toujours plus vite que le prix qu'on donne aux agriculteurs pour leurs produits. Avec ce qu'on appelle l'effet ciseau, quoi, voilà. Les coûts de production par kilo de céréales ou d'autres cultures ne font qu'augmenter, quoi. Et donc la valeur ajoutée, ou le revenu si vous voulez, par hectare,
ne fait que baisser parce que les rendements n'augmentent plus. Les rendements commencent à diminuer un peu partout. Hein. En Angleterre, en France et en Belgique, les rendements plafonnent ou diminuent. Essentiellement, je pense, parce que les sols ont une fertilité ruinée, il n'y a plus de vie, suffisamment de vie dans les sols, etc. Et donc, on ne peut plus, comme avant, comme dans les années 60, produire toujours plus. Il faut s'agrandir et donc s'endetter, et donc les charges de la dette et tout. Et ça, c'est un cycle infernal, parce que les prix fluctuent aussi dans le temps. On l'avait vu pendant l'épisode de la guerre en Ukraine, mais c'est comme ça. Il y a eu la crise du lait, il y a déjà eu 2 fortes crises du lait depuis la suppression des quotas. Si votre prix du lait chute sous les coûts de production pendant 2 ans et que vous avez des emprunts à rembourser, c'est le cas de la majorité des agriculteurs, mais vous êtes mort, quoi, hein. Vous pouvez négocier au début pendant peut-être 1 an avec votre banque mais, pour ne pas rembourser vos emprunts, mais au bout d'1 an et demi, les gars, ils deviennent nerveux aussi, quoi. Et donc ça tue les agriculteurs. Et donc c'est pour ça qu'en agroécologie, on veut réduire les investissements au maximum et on veut réduire les coûts de production. Et puis devenir indépendant du marché mondial. Parce que si vous vendez du fromage, mettons, à vos voisins, aux gens qui veulent dans le magasin de votre ferme, peu importe le prix du lait ou le prix des céréales, si vous faites de la farine ou des pâtisseries ou du pain, peu importe les fluctuations du prix du blé à l'échelle mondiale, vos voisins ils sont prêts à acheter votre farine ou votre pain toujours au même prix pendant des années, quand même. Mais les gars qui vendent dans le circuit industriel, une année ils vendent bien, et puis depuis 1 an, le prix du blé a été divisé par 2. Et ça déstructure le marché. C'est très difficile pour les agriculteurs de s'adapter à ça. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être terminer là. Merci.